Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez réagir avec un pouce levé pour indiquer que vous nous entendez? Eh bien, c'est parfait. Euh, eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire Tout savoir sur l'emploi saisonnier. Donc, je suis Violaine Derrière, responsable du département entreprise au sein de la MSA Alpes du Nord. Notre intervention de ce matin a pour objectif de vous présenter, enfin de présenter aux employeurs agricoles ou futurs employeurs agricoles les différents aspects de l'embauche de main-d'œuvre. Donc voilà, ce matin, on veut vous donner tous les éléments d'explication de la manière la plus large possible. Donc dans un premier temps, nous allons évoquer les formalités d'embauche des salariés agricoles, quels documents fournir pour les salariés d'origine française, pour les salariés d'origine étrangère, de quelle exonération vous pouvez bénéficier, comment transmettre tous ces documents. Dans un second temps, nous reviendrons sur les modalités déclaratives, voilà, comment déclarer, et puis les outils mis à votre disposition par la MSA, et notamment le TESA. Dans un troisième temps, nous reviendrons sur la santé au travail des salariés. Donc, voilà, comment assurer la santé et la sécurité de vos salariés dès leur accueil. Et puis, dans un quatrième et dernier temps, nous aborderons le cadre légal de l'embauche, le statut social, l'entraide, le recours à la main-d'œuvre étrangère. Voilà, pour que vous ayez toutes les clés pour accueillir de la meilleure manière possible vos salariés. Donc, ce temps d'information, il est vraiment fait pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais de l'onglet questions-réponses Q&R. Voilà, nous prendrons un temps en fin de réunion pour y répondre. Donc, ce matin, je suis accompagnée de Angélique Chaise et Julien Dejagère, qui sont conseillers en entreprise au sein de la MSA Alpes du Nord. Amandine Verret, qui est infirmière en santé sécurité au travail. Olivier Chrétien, contrôleur, et Émine Altimbas du service cotisation sur salaire. Et voilà, je laisse sans attendre la parole à Julien et Angélique pour démarrer cette présentation. Merci Violaine. Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer directement par la première partie, la formalité des embauches des salariés agricoles. Donc, il faut savoir que toute personne qui est embauchée en France doit avoir doit transmettre ses états civils, ses papiers d'état civil auprès de l'employeur pour pouvoir être immatriculé auprès du régime, que ce soit agricole ou pas. Donc, si la personne est euh, née en France et française. Dans ce cas-là, les pièces qu'il faut fournir, les pièces que le salarié doit fournir à l'employeur sont la copie de la carte d'identité en cours de validité ou une copie de l'extrait d'acte de naissance ou la copie du livret de famille. Si la personne est née à l'étranger, il faudra un peu plus d'informations, notamment tout ce qui est filiation de la personne avec les parents, père et mère. C'est pour ça qu'il faut un acte de naissance en langue originale ou alors euh, l'extrait de naissance en langue originale qui doit avoir la présence du père et de la mère. C'est très important ces documents parce que ça permet déjà aux salariés d'être immatriculés, mais ça permet aussi d'éviter tout ce qui est homonyme. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont le même nom et prénom. Et pour que justement les données qui sont issues de leur carrière puissent remonter dans leur propre carrière à eux et avoir les bonnes pensions retraite, eh ben, il faut éviter ce genre de situation, d'homonymie. Après, pour les personnes qui sont étrangères, vous savez qu'ils doivent avoir des titres de séjour, tout ça, il y a une réglementation particulière. Notamment, il faut les déclarer à la préfecture. Il y a tout un mécanisme de vérification justement des ressortissants étrangers. Notamment, par exemple, un titre de séjour, il faut que ce titre de séjour, il permette de travailler. Quand on a un titre de séjour étudiant, ça ne permet pas de travailler sur le territoire français. Toutes ces choses-là, elles peuvent être vérifiées auprès de la préfecture. On pourrait en parler longuement des règles de,
d'embauche de salariés étrangers, mais je vous laisserai aller voir plus loin. Alors, ce support qu'on vous présente là, vous allez l'avoir à la fin. On va récupérer vos adresses mail lors de votre inscription et vont vous envoyer le support. Et vous avez des liens, comme celui sur la page, là, pour aller plus loin dans vos démarches, où vous pourrez directement, en cliquant dessus, aller voir le détail de cette information. Quand on embauche un salarié, on a le droit à des exonérations de charges patronales. Il en existe deux principales, hein. Alors, je vais commencer par la première, qui est la plus avantageuse, c'est l'exonération des travailleurs occasionnels. Cette exonération, elle existe auprès des employeurs de toute production agricole, sauf, il faut qu'on enlève de ça tout ce qui est paysagiste et tout ce qui est entreprise de services agricoles, comme la MSA, Groupama, tout ça. Mais voilà, mais à partir du moment où vous êtes dans la production, culture et élevage, vous avez droit à cette exonération. Elle dure 119 jours par an, euh, par salarié, par employeur. Euh, Si un salarié est embauché par deux employeurs différents, il aura le droit de faire, enfin, l'employeur aura le droit à ses propres 119 jours. C'est pas tout employeur confondu, quoi. Cette exonération, donc c'est une exonération de charges patronales, elle est dégressive. Donc elle est totale à partir du moment où le salarié est payé au SMIC et jusqu'à une valeur de 1,25 du SMIC mensuel. Par exemple, on sait très bien que le SMIC au 1er janvier, il était de 12,02. Et ben, si le salarié est payé jusqu'à 15 euros, et ben, l'exonération de charges patronales pour l'employeur, elle est totale. Vous voyez que 1,25 SMIC brut, c'est 15,03. Et plus après on augmente le taux horaire, plus l'exonération, elle va diminuer jusqu'à disparaître. Plus d'exonération à partir du moment où le salarié est payé à partir de 19,23 €. Alors, il y a une... non, je le dirai après ça. Donc, pour l'exonération de travail occasionnel, il faut, lors de l'embauche, la demander. Que ce soit une déclaration d'embauche, que ce soit du TESA plus ou du TESA simplifié, peu importe. C'est lorsque vous faites la déclaration d'embauche, il faut demander justement l'application de l'exonération travailleur occasionnel. La deuxième exonération, celle-là, j'ai envie de dire, elle est par défaut. Quoi qu'il arrive, dès que vous embauchez quelqu'un, si vous ne demandez pas l'exonération de travail occasionnel, vous aurez l'exonération réduction générale dégressive unique. Elle a changé de nom, hein, mais c'est toujours la même, hein. C'était réduction Fillon, après c'est devenu la réduction générale, voilà. Mais c'est la réduction par défaut. Donc celle-là, cette exonération, donc il n'y a pas d'histoire de nombre de jours, elle marche sur toute l'année. Et en fait, si vous voulez, il va y avoir une exonération qui va se calculer mois par mois, et à la fin de l'année, il y aura une régularisation qui se fera sur, sur toute la masse salariale que vous avez eue sur toute l'année civile. Émine, tu n'hésites pas à m'interrompre si je dis des bêtises, hein. Non, non, tout va Euh, bien pour moi. merci. Donc, cette exonération est également dégressive. Donc, elle est totale à partir du moment où le salarié est payé au SMIC. Et après, elle diminue au fur et à mesure que la rémunération augmente, jusqu'à disparaître dès qu'on atteint 36 € de l'heure. C'est déjà pas mal. Euh, alors, il y a une petite subtilité, c'est que euh, vous savez que le SMIC a augmenté là au mois de juin, pour passer à 12,31. Mais attention, l'exonération se calcule toujours sur le SMIC au 1er janvier. Donc au 1er janvier, l'exonération elle est de 12,02. Donc le SMIC RDF, tout ça, tous les calculs resteront sur le SMIC en vigueur pour l'année 2026 au 1er janvier, même s'il évolue au cours de l'année. Donc le salaire, lui, évolue, mais les données d'exonération, elles, restent au 1er janvier. Un petit exemple de, de calcul du SMIC RDF, parce que c'est vrai que le SMIC RDF, c'est le SMIC RDF, réduction dégressive Fillon. Elle a gardé l'ancien nom. Cette donnée,
elle permet de calculer l'exonération en fonction de situation. Donc, en fait, cette donnée mensuelle, elle peut être corrigée si le salarié n'était pas présent dans la totalité du mois. On peut avoir un salarié qui est là à temps partiel, on peut avoir un salarié qui est entré ou sorti de l'entreprise, on peut avoir un salarié qui n'a pas travaillé pendant tout le mois à temps plein. Dans ce cas-là, il y a toujours moyen de proatiser cette donnée SMIC RDF. Donc, si on prend la valeur, le SMIC mensuel, donc avec le SMIC au 1er janvier 12,02, c'est 1823 euros. Pour un salarié à temps partiel, eh ben, est-ce que si on fait dans le premier exemple 1823 fois 100, bon, 121h33, c'est en théorique hein, d'un 80%, divisé par le temps plein, on obtient 1493 euros. Si c'est une personne qui est sortie en cours de mois, c'est le même principe que si la personne était entrée en cours de mois, hein. Dans ce cas-là, on regarde 1123, elle a fait 50 heures sur un temps plein, ça lui fait un SMIC mensuel de 615 euros. Et si le salarié est payé en nombre de jours, dans ce cas-là, on proratise par rapport au nombre de jours. Les 1823, c'est les 20 jours travaillés divisés par les 31 jours du mois. On obtient 1204. Voilà comment est proratisé le SMIC mensuel, le SMIC RDF. Quand on embauche quelqu'un, ça arrive souvent au régime agricole d'avoir des types de contrats particuliers. Alors, on peut avoir des contrats saisonniers, on peut avoir des contrats vendanges ou des contrats d'usage. Tout ça, c'est des types de CDD, les CDD pour accroissement d'activité également. Tout ça, c'est des CDD qui sont possibles au sein de vos exploitations agricoles. Mais attention, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération de travail occasionnel pour tous ces contrats. Bah, vous voyez que quand on embauche quelqu'un pour un accroissement d'activité ou quand on embauche quelqu'un pour remplacer le salarié ou le chef d'exploitation qui est absent, dans ce cas-là, on n'a pas le droit à l'exonération de travail occasionnel. Par contre, pour tous les autres types de contrats, on peut s'octroyer l'exonération de travail occasionnel. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on n'a pas l'exonération de travail occasionnel, par défaut, on a l'autre exonération. Euh, donc là, pour l'accroissement d'activité ou pour le remplacement, on peut avoir l'exonération dégressive unique. Euh, Vous voyez que, on verra plus tard quand on parlera des outils, mais pour tous ces contrats, vous pouvez utiliser soit les déclarations d'embauche classiques, mais sinon les outils de la MSA, soit le TESA simplifié, TESA S, c'est TESA simplifié, soit le TESA plus. La seule différence, c'est que pour le TESA S, il faudra que le contrat fasse moins de 3 mois. Euh, il y a aussi une notion importante qu'il ne faut pas confondre la notion de travailleur occasionnel avec la notion d'un contrat. En fait, il n'existe pas de contrat de travail pour CDD occasionnel. La notion d'occasionnel, c'est un type d'exonération. C'est pas un contrat de travail. Donc on a le contrat saisonnier, contrat vendange, tout ça, et on peut appliquer une exonération occasionnelle. On vous partage également, parce que là on est en plein début de période d'été, donc période des vacances scolaires. Et on vous fait quand même aussi un petit rappel sur l'embauche des mineurs. Euh, S'il y a besoin de plus de détails, hein, là, souvent, c'est pas souvent, c'est bien sûr, c'est l'inspection du travail hein, qui pourra vous répondre à la dette, hein. Mais sinon, quelques petites notions, c'est que les mineurs, ils n'ont pas le droit de travailler sur des postes dangereux et ils n'ont pas le droit de travailler autant qu'un salarié classique. Donc, toujours leur temps de travail est diminué. Et aussi, ils n'ont pas le droit de travailler sur les 2 mois des vacances scolaires. Euh, je crois qu'on voit après ou avant, je ne sais plus.
Non, c'était avant. Non, non, bon. De toute façon, voilà. Il y a un nombre de jours à respecter. Sur les 2 semaines, ils ne peuvent pas travailler plus d'un mois, quoi. Sur les 2 mois, pardon, ils ne peuvent pas travailler plus d'un mois. Il faut qu'il y ait un mois de vacances et un mois de travail. Donc voilà, donc ça je l'ai dit, il faut faire attention au... Donc voilà, c'est sur des travaux légers pour les mineurs. Alors aussi pour les mineurs, vu que donc on a le SMIC qui est valable à partir de 18 ans, et quand on prend quelqu'un de 17 ans à 18 ans, il a le droit d'être payé 10% de moins. Également, quand il est de 16 ans à 17 ans, il a le droit d'être payé 20% de moins du SMIC. Ça, mais là, c'est des règles qu'il faut voir avec la dette, avec l'inspection du travail, c'est voilà, pour être sûr de pas faire d'erreur. Quand vous embauchez un salarié, maintenant en France, depuis 2016, vous êtes obligé, en tant qu'employeur, de fournir une couverture santé à votre salarié, une couverture santé complémentaire, pardon. Vous savez, c'est la mutuelle. Depuis 2016, c'est obligatoire. Vu qu'au régime agricole, on a beaucoup de contrats saisonniers, contrats courts, j'ai envie de dire, ce sera plus simple, des contrats courts, euh, vous pouvez, plutôt que de fournir une complémentaire santé, vous pouvez basculer sur ce qu'on appelle le versement santé. Parce que bien souvent, les salariés ont déjà une couverture santé propre, soit à titre individuel, soit une couverture santé famille avec leurs parents ou quoi que ce soit, ou peut-être aussi par rapport à un autre contrat salarié, hein. Mais ils ont déjà, souvent, ils ont déjà une mutuelle. Donc si c'est le cas, vous pouvez opter plutôt par un versement santé si le salarié vous le demande. Sinon, vous n'êtes pas obligé de fournir un versement santé. Donc, soit votre entreprise euh, a adhéré à une complémentaire frais de santé, et dans ce cas-là, votre salarié y adhérera également, hein, avec bien sûr la complémentaire santé, c'est minimum, il faut prendre en charge 50% de, de la mutuelle, et il faut respecter certains contrats responsables. Et, et sinon, le versement santé, eh ben, si vous le demandez, ça veut dire que vous allez participer aux frais de sa mutuelle. Dans ce cas-là, versement santé, il faut... euh, donc c'est pour les CDD de moins de 3 mois, ou alors c'est pour les contrats à temps partiel à faible temps de travail. Je vais appeler ça comme ça. J'ai perdu le mot, je suis désolé. Si jamais le salarié a déjà une mutuelle, par exemple, et que vous en proposez une de votre côté pour d'autres salariés, il peut avoir une dérogation pour éviter d'adhérer automatiquement à votre mutuelle. Dans ce cas-là, il faut que lui fournisse cette dérogation. Soit une attestation comme quoi il est déjà affilié quelque part ailleurs, soit... faut voir. Tout dépend de la situation, mais voilà, si s'il ne doit pas être inscrit à la mutuelle de votre entreprise, il faut que dès l'embauche, vous accompagnez votre embauche avec le document, une dérogation. Il faut l'accompagner d'une dérogation pour éviter que ça se fasse automatiquement. Parce qu'en parlant de choses qui se font automatiquement, par exemple, euh, les ouvertures de droit santé. Donc, vous savez que quand on embauche quelqu'un, quand nous, on a une activité professionnelle en France, on dépend toujours du régime de notre activité professionnelle. Donc, ça veut dire que si on est inscrit en tant que salarié agricole, au bout d'un moment, nos droits santé, ils vont être ouverts au régime agricole, si ce n'est pas déjà le cas. Par exemple, si nos droits sont à la CEPAM, au régime général, et qu'on a un contrat, oui, à l'image, là, un CDD de plus de 6 mois ou un CDI, qui est avec 100 heures, plus de 100 heures par mois, dans ce cas-là, on aura une ouverture automatique de nos droits, en tant que salarié, hein, de nos droits santé. Ça veut dire que la MSA va demander à la CEPAM de muter le dossier santé. Et après, ce sera la MSA qui gérera tout ce qui est remboursement santé et tout ça.
Si le contrat CDD est inférieur à 6 mois, le salarié peut demander lui-même l'ouverture de ses droits. Dans ce cas-là, c'est au salarié de se manifester, donc ce qu'on appelle la demande express. Il doit se manifester pour l'ouverture des droits auprès de la MSA. On a eu des questions en amont par rapport à tout ça. Je laisse finir la partie téléservice et après, je vais revenir sur les questions qui ont été posées lors de vos inscriptions. Voilà. Donc bonjour à tous, je vais prendre le relais de mon collègue. Je suis donc Angélique Chaise, conseillère en entreprise à la MSA des Alpes du Nord. Je vais vous faire un focus sur les téléservices avec des possibilités qui vous sont ouvertes, à savoir votre application via votre smartphone mobile, ma MSA et moi, avec le dossier employeur qui vous permet d'accéder au TESA simplifié. Sur cet espace en ligne, qu'il soit sur votre smartphone ou sur votre espace employeur Internet, vous avez la possibilité de déposer vos documents liés aux embauches de vos salariés, les photocopies des cartes d'identité, des cartes vitales et tout autre document peuvent être déposés directement via ces espaces. Vous avez aussi la possibilité de gérer vos procurations via cet espace privé en passant par les items Mon compte, mes dossiers et Gérer mes procurations. Par rapport à la procuration, la charte des bonnes pratiques, bien évidemment, ne jamais donner vos codes d'accès à des tiers. Et en cas de besoin, vous pouvez tout à fait effectuer une procuration, soit votre mandataire, soit votre comptable disposera, lui, de ses propres codes d'accès. Voilà, les tiers déclarants qui ont signé une convention avec la MSA peuvent gérer en toute autonomie leur demande de procuration sans avoir besoin de l'accord de leur mandant. Ce dernier est informé par mail. Voilà. Concernant une déclaration d'accident du travail, vous avez une obligation en tant qu'employeur de déclarer tout accident du travail lié à vos salariés. Cette obligation se fait via vos espaces privés sur l'espace employeur où vous avez donc l'item et la possibilité de faire déclarer et gérer un accident du travail de votre salarié. Quelques rappels d'obligations par rapport au dépôt de ces documents. En tant qu'employeur, donc effectuer une déclaration d'accident à la MSA sous les 48 heures. Vous aurez obligation de remettre une feuille d'accident du travail à votre salarié et d'effectuer une DSN événementielle dans les 5 jours qui suivront l'accident ou éventuellement, s'il n'y a pas de DSN événementielle, prodiguer une attestation de salaire à la MSA. Pour le salarié, il a donc, lui, une obligation de déclarer son accident à son employeur sous 24 heures. Il doit transmettre le certificat médical initial à la MSA dans les 48 heures et transmettre aussi l'arrêt de travail de la MSA ou le bulletin d'hospitalisation sous ces mêmes 48 heures. En tant qu'employeur de main-d'œuvre, vous avez tout à fait possibilité d'émettre des réserves quant à l'accident du travail qui serait survenu sur vos exploitations. Voici les documents qui seront générés directement via la déclaration de l'accident du travail. Donc, sur la partie gauche, on aura la déclaration d'accident qui va reprendre et recenser toutes les civilités de l'employeur ainsi que de la victime, donc le salarié et les circonstances de l'accident. Et à côté, vous avez la feuille d'accident qu'il faut donc lui remettre pour que le salarié puisse aller faire ses soins, prodiguer ses soins sous couvert par l'accident du travail. Voilà, et vous avez donc le certificat médical initial et un arrêt de travail. Donc bien faire attention puisque depuis 2026, en lutte contre la fraude, un nouveau CERFA est disponible et dorénavant obligatoire lorsqu'il est prescrit un arrêt de travail pour ses salariés. Et l'envoi du courrier est bien évidemment obligatoire aussi. Donc, un rapide focus sur les outils TESA S, TESA simplifié, TESA Plus et la DSN.
Donc, il faudra informer la demande que l'entreprise devient donc employeur de main-d'œuvre à compter de la date prévue des embauches et quel outil vous souhaiterez avoir, soit l'outil TESA simplifié, donc pour toutes les embauches inférieures ou égales à 3 mois, et le TESA Plus pour toutes les embauches qui seraient supérieures à 3 mois ou éventuellement des embauches en CDI. Pour l'utilisation du TESA Plus, vous devrez effectuer une demande d'adhésion au dispositif sur l'espace privé employeur. Et après validation de l'adhésion par la MSA, sous l'outil TESAS, il faudra gérer votre établissement en indiquant le numéro de la convention collective. Et sous l'outil TESA Plus, il faudra gérer vos taux avec la validation des taux de cotisation qui est obligatoire pour accéder au service. Et enfin, pour mémoire, l'adhésion est à réaliser une seule fois de manière anticipée et le démarrage du TESA doit obligatoirement intervenir au premier jour du trimestre. Seules les adhésions effectuées dans les 15 premiers jours du premier mois du trimestre concerné permettent l'accès au TESA. Donc, les prérequis pour les primo-employeurs de TESA simplifié ou TESA Plus, donc l'adhésion qui doit être réalisée une seule fois et de manière anticipée, et le démarrage du TESA qui doit obligatoirement intervenir au premier jour d'un trimestre. Pour le TESA Plus, déclarez donc les CDI ou les CDD supérieurs à 3 mois, sans tiers déclarant ou logiciel de paye adapté aux normes de la DSN. Cet outil prévaut aussi pour toutes les embauches liées à des apprentis et il convient aussi pour les particuliers employeurs. Le TESA simplifié, pour rappel, embauche pour des contrats inférieurs ou égaux à 3 mois maximum et il permet de recruter des CDD de remplacement, donc remplacement des salariés, remplacement des dirigeants de l'aide familiale ou des associés de l'exploitation et éventuellement des conjoints collaborateurs. Les CDD aussi qui interviennent dans le cas d'un accroissement temporaire d'activité, ainsi que les CDD saisonniers ou les vendanges et les CDD dits d'usage. Avec, pour rappel, le numéro de la convention collective qui est porté à la 70-24 pour tous nos employeurs de main-d'œuvre en polyculture élevage. Et rapidement, la DSN, donc déclaration sociale nominative, constitue le mode de déclaration des données sociales. Elle remplace plusieurs déclarations sociales des employeurs, comme les déclarations de salaire, les déclarations mensuelles de mouvement et du personnel et les attestations de France Travail. Elle peut être produite qu'à partir d'un logiciel de paye et impose donc aux employeurs de s'équiper d'un logiciel prévu à cet effet ou de recourir à un tiers déclarant. Enfin, il existe deux types de DSN. La DSN mensuelle qui, elle, va arriver une fois que les salaires seront payés sur le mois N et les DSN événementielles, comme je vous le disais en préambule, qui servent surtout pour déclarer des accidents, des arrêts de travail et qui doivent être réalisés dans les 5 jours qui suivent l'événement. Et plusieurs combinaisons possibles sur nos outils, à savoir la DSN et le TESA simplifié, la DSN et le TESA Plus. Le TESA simplifié qui fonctionne très bien aussi avec le TESA Plus et nos 3 outils, la DSN, le TESA simplifié et le TESA Plus en fonction de vos différents contrats. Et des entreprises qui sont mixtes DSN et TESA qui permet d'assurer une bonne gestion de l'ensemble des DSN d'un même établissement. Celles-ci doivent comporter un numéro de fraction. N'hésitez pas à vous rapprocher du service cotisation employeur pour plus de détails ou d'explications par rapport à ces outils. Les calendriers des dates de dépôt et de paiement, donc sur l'outil TESA simplifié, la DSN sera à déposer au plus tard le 10 du mois suivant. Pour l'outil TESA Plus, le volet social, donc la DSN, le 3 du mois suivant, avant 15h30. Pour les DSN avec des effectifs inférieurs à 50 salariés, au plus tard le 15 du mois suivant avant midi. Et pour les DSN supérieurs à 50 salariés en effectif, au plus tard le 5 du mois suivant avant midi. Et concernant le règlement des cotisations, pour les 3 premiers outils, le TESA-S, TESA Plus et la DSN inférieure à 50 salariés, le règlement de ces cotisations interviendra le 15 du mois suivant la période de travail. Et pour les DSN supérieurs à 50 salariés, ce sera la 5 du mois suivant la période travaillée. Merci Angélique. C'est vrai que par rapport au TESA, donc, en fait, il y a eu une obligation qui a été mise en place pour les employeurs. Et
l'obligation de la DSN, qui avait un coût pour chaque employeur. Et justement, la MSA a préféré garder le système du TESA, qui est un système gratuit, et qui permet de remplir vos obligations en tant qu'employeur, vos obligations DSN. Donc en passant par le TESA, c'est comme si vous passiez par un logiciel comptable. Donc ça vous permet de remplir vos obligations. Alors, il y a des dates limites par rapport au TESA qui sont inférieures à celles de la DSN. Pourquoi? Parce que quand on passe par le TESA, euh, vous faites votre déclaration, vous faites votre fiche de paye, pardon. Et après, enfin, les services de la MSA, ils vont passer des traitements informatiques pour transformer tout ça en DSN. Et comme ça, du coup, le fait de recevoir le TESA le 10, eh ben nous, jusqu'au 15, on transforme ça en DSN. Et comme ça, au 15, vous avez rempli votre obligation DSN. Voilà, s'il y a des différences de traitement, de délai de traitement, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on a besoin de manipuler les fichiers. Euh, Si je reviens sur les questions que vous avez posées en enfin, lors de vos inscriptions. Alors, euh, j'ai eu une question, savoir s'il était possible d'embaucher quelqu'un en étant soi-même cotisant solidaire. Alors oui, c'est tout à fait possible. Que l'on soit chef d'exploitation ou cotisant solidaire, on a tout à fait le droit d'avoir des salariés. Il y a juste une notion importante à prendre en compte, c'est que le salarié, s'il travaille sur votre production, euh, en fait, vous savez, le calcul de la SMA, votre minimum d'assujettissement, dépend de votre cheptel, de la surface et aussi des heures aux activités de prolongement ou du temps de travail, tout dépend de. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le jour. Mais si votre salarié, il est sur de la production, dans ce cas-là, ça ne va pas changer, vos cotisants solidaires, ça ne va pas changer votre calcul de minimal d'assujettissement. Par contre, si votre salarié, il est là pour faire la vente sur les marchés de votre production, par exemple, ça, c'est une activité dite de prolongement. Et les heures de prolongement, elles rentrent en compte dans votre calcul de seuil minimal d'assujettissement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le salarié peut potentiellement augmenter votre seuil. Et dans ce cas-là, vous pouvez basculer chef d'exploitation. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait 800 heures par an, donc il est cotisant solidaire, il embauche un salarié pour voir la vente sur les marchés, ce salarié va faire 500 heures par an, on atteint 1300, dans ce cas-là, 1300, on est cotisant solidaire. On est chef d'exploitation, pardon. Voilà. Euh, J'avais une autre question, c'était, donc en termes simplifiés, comment faire apparaître les jours fériés non travaillés? Alors, sur la fiche de paye du TESA, on ne déclare uniquement les jours travaillés. S'il y a un jour férié dans le mois et qui n'a pas été travaillé, pas besoin de le déclarer même à zéro quoi que ce soit. On déclare uniquement les jours travaillés et si ce jour est majoré parce qu'il est férié ou s'il y a des heures supplémentaires dans ce cas-là, on les rajoute. Mais si c'est un jour qui n'est pas travaillé, il n'apparaîtra pas. Donc, savoir si on peut faire du TESA plus et du TESA simplifié. Donc oui, on a répondu, c'est possible. Est-il possible de déclarer du PEE sur le TESA simplifié? Alors ça, ça fait partie des autres rémunérations. Et si je dis pas de bêtises, Emine, je crois que c'est pas possible pour l'instant de déclarer du PEE. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme le TSAS est prévu pour les contrats inférieurs à 3 mois, en fait, cette option n'a pas été prévue dans l'outil. Parce que c'est des cas vraiment très à la marge. Alors, si l'entreprise utilise le TESA+, il n'y a pas de souci, il aura une rubrique pour pouvoir déclarer donc la CSG calculée sur l'abonnement. Mais malheureusement, à ce jour, le TESA-S ne permet pas de déclarer ça. D'accord. Ok. Bien ça. Merci beaucoup. Donc ensuite, est-il possible de passer un salarié en CDI en emploi saisonnier? Euh, Avec les outils, oui, j'ai envie de dire, on a droit de mettre fin au contrat CDI actuel et de le reprendre en tant que contrat saisonnier. Comme ça, bah, avec l'outil, il faudra refaire une nouvelle embauche.
Après, il faut juste vérifier avec l'inspection du travail quelles sont les conditions. Est-ce qu'on a le droit de faire une rupture du jour au lendemain d'un contrat comme ça? Là, il y a peut-être des conditions à respecter. Il faudra s'assurer avec l'inspection du travail, mais en tout cas, au niveau des démarches, bah, il faut mettre fin au contrat CDI et après faire une nouvelle embauche avec un contrat CDD saisonnier. Donc, au niveau des exonérations de charges patronales, j'avais une question aussi, savoir si on était exonéré pour une embauche d'un saisonnier de moins de 3 mois ou d'une journée TESA, etc. Donc oui, par défaut, comme je vous l'ai dit, hein, il y a la réduction générale dégressive unique. Et si vous demandez lors de l'embauche la réduction de travail occasionnel, vous aurez également cette exonération de charges patronales. Après, y a-t-il, en plus de l'embauche, du contrat de travail, la fiche de paie, tout ça, là je vais plutôt demander à Olivier, est-ce qu'il y a besoin de tenir une fiche qui, avec les heures, faire une fiche d'heures entre l'employeur et le salarié, qui Euh, récapitule les heures travaillées? alors, c'est pas, faudrait voir avec l'inspection sur le caractère obligatoire. Après, si, si c'est fait lors de l'entreprise, c'est mieux. Et je pense que peut-être l'inspection euh, serait à même de répondre, mais voilà, dans le doute, vaut mieux faire une fiche récap où marquer toutes les heures qui ont été faites. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc le salarié, voilà, peut fournir une fiche d'heure à son employeur pour. Bah alors, à défaut de l'employeur, c'est le salarié qui peut fournir, mais normalement, ça Hmm. incombe à l'employeur de savoir. Alors après, ça dépend si effectivement, mais là, dans le caractère saisonnier, c'est un peu plus compliqué, mais si c'est les mêmes horaires de travail pour tout le monde, et si c'est affiché correctement dans l'entreprise, il n'y a pas besoin de faire voilà, il n'y a pas besoin de faire des fiches individuelles et tout. Mais là, on est sur des caractères saisonniers avec des amplitudes différentes et tout, donc. Je pense que l'inspection dirait que dans ce cas-là, il vaudrait mieux que l'employeur sache, et, enfin, que le salarié remonte à l'employeur et que tout, au jour le jour, en tout cas à défaut semaine, que toutes les heures Hmm. soient bien comptabilisées, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas sur au niveau des fiches de paie, on n'est pas sur à chaque fois des temps pleins, 151, 67, tout ça. C'est vrai que c'est plutôt, ouais, voilà, il faut faire remonter, quoi. Après, au niveau du formalisme, comme dit Olivier, peut-être voir avec l'inspection s'il y a quelque chose à respecter. Mais sinon, voilà. Je pense que oui, il faut qu'il y ait quelque chose entre l'employeur et le salarié. Donc la convention collective pour l'exploitation d'école, on l'a dit, hein, c'est la 70-25 pour tout le monde. Et après, elle peut être, si besoin, affinée en fonction de l'activité ou du département. Voilà. S'il y a besoin d'affiner cette convention collective, vous pouvez très bien demander à la dette. Je crois qu'ils ont un espace sur leur site avec cette notion. Mais sinon, pour tout le monde, c'est 70-24, la convention collective. Je crois qu'elle est proposée quand on fait le TESA, il me semble qu'elle est proposée par défaut, en premier dans la liste déroulante. Et voilà. Et la question sur la gestion des volets sociaux en cas d'arrêt de travail ou d'excès de travail, ben, on l'a présenté en séance. Vous avez la possibilité sur votre téléservice de gérer les arrêts de travail, les accidents de travail, tout ça, en tant qu'employeur de main-d'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Julien et De Angélique, rien. pour cette première partie de présentation. Et merci d'avoir répondu aux questions qui avaient été posées en amont de ce webinaire lors de vos inscriptions. Si vous avez des questions complémentaires, encore une fois, n'hésitez pas à vous saisir de l'onglet Q&R, questions-réponses, voilà, pour les poser par écrit. Techniquement, nous n'avons pas malheureusement la possibilité d'activer les micros des participants, donc vous ne pourrez pas poser vos questions à l'oral, mais voilà, vous pouvez les poser par écrit dans l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas. Et nous passons la parole à notre collègue infirmière santé-sécurité au travail, Amandine Verret, pour la partie suivante.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Amandine Verret, je suis infirmière de santé au travail, donc à la MSA. Moi, je suis sur le secteur plutôt de la Savoie. Je vais vous présenter donc notre service et un peu les actions de notre service. En sachant qu'on a un peu deux pôles. Donc, tout d'abord, le pôle des conseillers en prévention, donc qui va être tout ce qui est plutôt la prévention des risques professionnels, donc qui est composé de conseillers en prévention. Et on a aussi le service de santé sécurité au travail, qui là est composé plutôt de médecins et d'infirmiers. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous parler du travail des conseillers en prévention, avec quelques conseils déjà pour assurer la santé et la sécurité de vos salariés dès leur accueil. Donc, il est toujours préférable dès l'arrivée de nouveaux salariés de pouvoir présenter l'entreprise dans la globalité, l'activité, les horaires, les consignes de travail, les protocoles de secours. L'outil qui peut être vraiment utile dans ces cas-là, peut-être un livret d'accueil par exemple. Important aussi, si on le peut, de proposer une visite des locaux pour que le salarié s'approprie bien les locaux et puisse visualiser un peu l'organisation. L'idéal aussi, bien évidemment, c'est de former les salariés et de préférence en tuilage. Et ce qui est très aidant aussi lors d'une arrivée de nouveaux salariés, ça peut être le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui en fait permet de présenter aux salariés les risques auxquels il peut être exposé avec l'utilisation des outils, des matériaux, des produits, et ainsi de pouvoir faire attention aux risques auxquels il est exposé et du coup d'éviter les dangers. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les différentes possibilités d'accompagnement que peut proposer les conseillers en prévention. Donc tout d'abord, ils proposent des espaces de discussion sur le travail. Donc c'est un peu des séances de réflexion, discussion collective sur une problématique qui peut être rencontrée au sein de l'exploitation, au sein de l'équipe, qui permet de discuter un peu sur le travail et de pouvoir trouver des solutions entre salariés eux-mêmes. Voilà. Les conseillers peuvent également proposer, peuvent aider également, contribuer à la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Donc soit à la mise en œuvre, soit à la mise à jour donc de ce document qui doit être, je le rappelle, mis à jour tous les ans. Voilà. Le service de conseiller en prévention propose également des formations ouvertes donc aux exploitations. Donc il y a tout d'abord la formation de manager par le travail. Qui est une formation plutôt à destination des chefs d'exploitation ou managers et qui en fait permet qui s'établit donc sur 3 jours et qui permet un peu d'apprendre à animer des équipes de salariés, à développer des projets de prévention, à encadrer, organiser, soutenir un peu le travail. C'est donc des formations collectives pour lesquelles à ce moment-là, les chefs d'exploitation, les managers sont mélangés par filière, par secteur. C'est pas ciblé par secteur. Voilà. Les prochaines sessions donc, sont notées là sur le PowerPoint. Donc, c'est 10 septembre, 15 octobre et 19 novembre. N'hésitez pas à vous rapprocher du service si vous voulez plus de renseignements ou si vous voulez vous y inscrire, bien sûr. Autre formation, il y a aussi la formation Ne perdez pas le fil. Donc ça, c'est une formation qui est plus ciblée pour tout ce qui va être viticulture et arboriculture. Donc c'est une formation qui dure une demi-journée, qui permet d'apprendre à diagnostiquer et à entretenir les outils type couteau, sécateur, cisaille, et qui permet de faire la distinction entre l'affûtage et l'affilage.
voilà, qui permet de faire des diagnostics de l'âme, des entretiens de sécateurs. En sachant que cette formation, elle a pour but d'assurer un peu la qualité de vos outils, donc du coup de la qualité de la production ensuite, et de réduire les risques et les accidents chez vos salariés. Voilà. Les conseillers en prévention ont aussi la possibilité de proposer des dispositifs financiers. Alors je crois que c'est sur la slide. Là, voilà. Non, pardon, excusez-moi, ça doit être sur la suivante. Voilà. Là où vous avez l'adresse mail là en haut, sst.blf@alpedunord.imsa.fr. Donc c'est sur cette adresse mail qu'il faut envoyer vos demandes d'accompagnement financier. Donc dans un premier temps, les conseillers en prévention prennent contact avec vous, viennent au sein de l'exploitation pour d'abord avoir un peu un premier contact et un accompagnement technique, et après, si possible, donc un accompagnement financier. En sachant que, alors en aide financière, il y a soit les aides financières, donc AFSA, AFSE, qui sont des aides financières simplifiées, donc qui vont être une aide financière sur one shot, hein, en gros, qui va être bien souvent pour un investissement. Donc, il faut que ces aides-là soient demandées en amont. En fait, elles sont possibles que sur devis à la conception. Et en fait, elles sont possibles tous les 5 ans. Donc, c'est soit l'AFSE, donc c'est l'aide financière simplifiée exploitant, et il y a l'AFSA, donc qui est l'aide financière simplifiée agricole. Donc en fait, c'est juste une question de nombre de salariés au sein de l'exploitation. Et donc c'est une aide qui est valable tous les 5 ans, qui prend en charge maximum 50% de l'investissement. Voilà, et il faut être à jour des cotisations et que le document unique d'évaluation des risques soit également mis à jour. Euh, donc ça, c'est plus pour un investissement précis. Après, les conseillers en prévention, ils proposent également des aides financières, ah oui, qui sont là, le contrat de prévention. Donc là, ça va vraiment être plus une grosse démarche de prévention pour vraiment devenir autonome ensuite. Donc ça, c'est un engagement sur 2 à 3 ans avec des interventions régulières des conseillers et un accompagnement tout au long de ces 2 à 3 ans, et qui permet aussi des prises en charge financières, mais sur plus des démarches de prévention globale d'entreprise, je peux dire. Voilà. Donc après, pas hésiter à contacter le service pour toute demande. Donc bien mettre votre numéro de siret, votre nom d'exploitation, l'adresse de votre exploitation et l'objet, et ils reprendront contact avec vous pour donner suite à votre demande. Voilà pour tout ce qui est du service des conseillers en prévention. Je vais maintenant vous présenter les missions du service de santé sécurité au travail, donc service dans lequel je travaille plus particulièrement. Donc nous, notre service, il est composé et de médecins et d'infirmiers qui sont répartis sur Savoie, Haute-Savoie, Isère. Notre principale activité, ce sont les visites médicales des salariés, et on peut être aussi amené également à intervenir en entreprise. Donc pour tout ce qui est des visites médicales, donc les visites médicales doivent être demandées par vos soins auprès de notre service par le biais d'un questionnaire que j'ai mis là, donc que vous pouvez voir. Donc après, il y a possibilité de ne pas hésiter à nous le demander, on vous l'envoie. Donc c'est un formulaire à remplir pour chaque salarié. Ce questionnaire mentionne tous les risques auxquels peuvent être exposés les salariés, et suite à ce questionnaire, nous on sait si c'est plutôt le médecin ou l'infirmier qui doit recevoir en visite médicale le salarié. Donc, il peut y avoir les suivis, donc savoir si le salarié est un apprenti majeur, apprenti mineur, si le salarié dispose d'une reconnaissance travailleur handicapé, s'il y a des expositions particulières à des produits type CMR, s'il y a les poussières de bois, s'il y a des conduites d'engins avec autorisation de conduite, des habilitations électriques, des choses comme ça. Et nous, après, ça détermine si c'est plutôt médecin ou infirmier.
À savoir que donc, les visites médicales sont obligatoires pour les salariés au-delà d'un contrat de 45 jours. Tout saisonnier qui a un contrat de moins de 45 jours n'est pas tenu de façon obligatoire à une visite médicale. Donc après, si vous le souhaitez, on peut quand même le rencontrer si vous estimez qu'il y a des risques. Mais ce n'est pas obligatoire, hormis si il est exposé à des CMR, s'il conduit des engins avec autorisation de conduite, s'il a une habilitation électrique ou s'il est mineur. Là, pour tout contrat, il faut une visite médicale. Voilà, à savoir donc que jusqu'à maintenant, tout salarié qui avait une visite médicale, qui avait une habilitation électrique ou une conduite d'engin devait être vu tous les 2 ans. Depuis le mois d'octobre 2025, il y a eu une nouvelle loi qui est passée et du coup maintenant, tous ces salariés ne sont vus plus que tous les 5 ans par un médecin. Donc voilà, donc même si vous avez des salariés qui ont été vus avant octobre 2025 et qu'on avait noté périodicité de 2 ans, il faut considérer que c'est maintenant rallongé à 5 ans. Okay. Et donc, c'est des visites médicales qui sont assurées par les médecins. Suite à cette visite, il y a une non-contre-indication qui sera délivrée aux salariés et le salarié devra vous la délivrer ensuite. Voilà. À savoir que bon, on a peu de médecins du travail au sein de la MSA. Une grosse partie des visites médicales sont vues par les médecins ou par les infirmiers ou infirmières, pardon, mais toutes les visites médicales, de toute façon, sont débriefées par un médecin du travail et sont reconduites par un médecin si besoin. Donc, c'est-à-dire que si il y a quand même des problématiques de santé particulières ou des situations un peu particulières, à la demande du médecin, le salarié peut être revu voilà, pour un complément d'examen. Les visites médicales sont obligatoires donc dans les cadres d'embauche et puis après il y a une périodicité en fonction des risques qui peut être de 2, 3 ou 5 ans. Mais il peut y avoir aussi des visites médicales qui peuvent être faites à tout instant si besoin. Donc que ce soit à votre demande employeur ou aux demandes des salariés à la connaissance ou non de l'employeur, à la demande du médecin du travail ou à la demande du médecin traitant. Voilà, nous on reçoit vos demandes et on les traite dès que possible. Voilà. Là, vous avez l'adresse mail de notre service, donc pas hésiter à envoyer donc, les questionnaires pour demander les visites médicales et toute demande si vous avez des doutes sur l'état de santé d'un salarié, sur les compétences qu'il peut avoir sur le poste, voilà, pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse prendre contact avec vous ou rencontrer le salarié lui-même. À savoir aussi, donc, comme je l'ai dit en début de la présentation, donc nous, notre rôle principal, c'est les visites médicales, mais on peut être amené aussi à faire des actions au milieu de travail. Nous, on peut être amené à se déplacer au sein de vos exploitations pour évaluer l'aptitude ou non sur le poste du salarié, éviter la désinsertion professionnelle et ainsi maintenir dans l'emploi. Voilà. Et on peut être amené aussi, donc ça, c'est un point sur lequel on appuie beaucoup parce qu'on a à cœur de mener ça. Ce sont des sensibilisations collectives. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs salariés qui ont des contrats de moins de 45 jours, qui n'ont pas besoin de visite médicale obligatoire, mais vous estimez qu'une petite prévention serait plutôt favorable, pas hésiter à nous contacter parce que nous, on peut se déplacer au sein des exploitations pour faire des sensibilisations collectives à thème. Donc, c'est-à-dire que sur un thème particulier, donc qui peut être les addictions, qui peut être l'alimentation, l'activité physique, ou plutôt sur des risques professionnels par rapport à un risque chimique, par rapport à des postures sur les écrans, sur des postures particulières, nous, on peut intervenir de façon collective, donc sur plusieurs de vos salariés ou avec vos salariés, puis les salariés de l'exploitation voisine, si ça vous arrange, de faire un groupe et de faire un peu des messages de prévention ciblés pour prévenir et pouvoir favoriser au maximum la santé de vos salariés.
Voilà pour ce qui est de notre service. Pas hésiter à nous contacter pour toute demande sur l'adresse mail et on y répondra au plus vite. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Amandine. Je te laisse la parole puisqu'on a une question de Cécile Dinez. Comment faire pour obtenir une visite médicale pour un emploi de berger qui passe sa saison en alpage, vu le délai d'obtention de rendez-vous? Alors, bah ça, c'est une très bonne question parce que justement, je suis là, on est en train de lancer un groupe de travail sur justement les visites médicales des bergers qui effectivement pose problème parce que bah, les bergers, ils montent très rapidement en alpage et après, quand ils redescendent, les contrats sont terminés. Donc, c'est vrai que c'est une population qui nous échappe complètement. Après, donc là, si vous avez en amont la date d'embauche, et ben nous envoyer dès que possible la demande avec bien noté la prise de poste. Et à ce moment-là, nous, on fera en sorte bah, de le voir avant sa montée en alpage. Ou après, s'il redescend, si l'alpage n'est pas loin, on peut le voir lorsqu'il redescend, mais bien souvent c'est sur les jours de repos, donc c'est problématique. Mais en tout cas, bah, à ce moment-là, il faut qu'on essaye de caler la visite dès sa prise de poste le jour même. Donc il faut anticiper au maximum la demande. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la demande avec la date et auquel cas je regarderai particulièrement votre demande à vous pour pouvoir bah, établir avec l'assistante d'un rendez-vous au mieux, quoi. Alors, j'en profite pour vous indiquer qu'en fin de présentation, je vous mettrai dans le fil questions-réponses le lien vers un questionnaire de satisfaction qui vous permet à la fin de poser des questions complémentaires d'ordre un peu plus individuel comme ce cas de figure avec vos coordonnées et vos noms, prénoms, enfin voilà, tout ce qui nous permet de vous identifier pour qu'on puisse ensuite reprendre contact avec vous directement. Et ben Merci oui, bah alors du Amandine. coup, Oui. pardon, hein, excuse-moi, Violaine, juste, bah alors profitez-en alors justement pour bien mettre si, alors vous et puis s'il y a d'autres personnes, bien mettre vos coordonnées à la fin pour que moi je puisse reprendre directement contact avec vous et que je puisse avoir tout de suite un visu sur cette demande et la traiter au plus vite. Voilà. Merci Amandine. On a eu entre-temps deux autres questions qui portaient plutôt sur les présentations précédentes. Une question de Madame Darve Blanc concernant le lundi de Pentecôte, jour non travaillé par mon salarié saisonnier en TESA simplifié. Comment le compter? Combien d'heures? Et pour le jour férié non travaillé, je n'arrive pas à trouver la case ou l'inscrire en TESA simplifié. Alors, Est-ce que, voilà. oui, excusez-moi. Donc, c'est vrai que c'est assez technique et c'est deux choses différentes. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir les coordonnées de la personne pour pouvoir la guider? Parce que c'est deux notions de techniques différentes. Donc, voilà, si ça vous embête pas à ce sujet-là. Et pour, Parfait. oui, Et oui, et pour la deuxième question, alors, on a une information sur le site du TESA qui reprend toutes les explications sur comment saisir les IJ. Alors, soit je vous mets le lien ici. Alors, par contre, il faut bien aller chercher dans la rubrique. Alors, il y a plusieurs questions et c'est clairement noté comment saisir les IJ. Donc, ou alors, on vous envoie après enfin, c'est comme vous voulez. Je peux vous préparer un Word, voilà, pour vous expliquer tout ça. Vous me dites quelle formule vous préférez, mais est-ce que je peux déjà mettre un lien ici sur oui, le bien fil? sûr. Oui, oui, déjà, on peut mettre un lien dans le fil de questions-réponses. Donc ça, c'était la question du GAEC L'Euro concernant donc la manière de remplir les volets sociaux TESA+ dans le cadre d'un arrêt de travail avec subrogation des IJ et maintien de salaire. Et même chose, hein, je vais vous mettre dès maintenant, sans attendre, le lien du questionnaire qui vous permet de saisir à la fin vos coordonnées et vos questions très précises. Merci à toutes et tous et je passe maintenant la parole à Olivier Chrétien. Bonjour à tous. Alors, j'attends d'avoir d'afficher la bonne diapo.
Voilà, qui se trouve ici. Donc, moi, je suis agent de contrôle à la MSA. Donc là, le but, c'est de vous présenter quelques informations pour sécuriser le recours à de la main-d'œuvre. Alors, je vais commencer déjà par peut-être un rappel ou plus une information. On s'est aperçu que c'était peut-être plus une information lors des précédentes réunions qu'il y a eu avec les employeurs de main-d'œuvre. Alors, c'est concernant le statut social. Donc, le principe, c'est que toute intervention d'une personne nécessaire au fonctionnement d'une entité à vocation commerciale nécessite un statut social. Donc, que ça soit bien sûr le chef d'exploitation, le conjoint collaborateur, l'aide familiale. Donc ça, c'est les statuts non salariés. Les salariés, comme on a vu, que ce soit en TESA, en CDI, en CDD, éventuellement des stagiaires, les travailleurs détachés, ou bien sûr la sous-traitance. Et le point important, c'est que du coup, sont exclus le bénévolat ou l'entraide hors cadre. Donc, ce qui veut dire que la jurisprudence exclut les bénévolats dans les structures économiques à vocation lucrative, qu'elles soient sous forme individuelle ou sous forme sociétaire. Donc, il y a deux exceptions à ce bénévolat, enfin, ce qu'on appelle l'entraide. Donc, déjà, l'entraide familiale. Alors, l'entraide familiale, elle n'a pas de statut juridique et social. Il s'agit d'une notion et d'une tolérance jurisprudentielle. Donc, il s'agit d'un coup de main apporté par un membre de la famille, de l'exploitant. Mais par contre, c'est quand même, il y a une tolérance, donc du coup, c'est encadré. C'est-à-dire que ce coup de main, c'est entre ascendant et descendant au premier degré et le conjoint. Ascendant-descendant, c'est-à-dire que ça veut dire que un exploitant, il peut très bien faire travailler son fils ou sa fille, enfin, s'il est majeur, ou son père ou sa mère. Voilà, c'est ça le premier degré. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que vous avez une entraide familiale que ça ne supprime pas l'obligation de réaliser une déclaration d'embauche si c'est sous forme d'un salarié. Donc c'est deux choses différentes. Voilà, donc ça c'est pour l'entraide familiale. Donc bien sûr, pour qu'elle soit tolérée, il faut qu'il y a des critères cumulatifs, il faut qu'elle soit non planifiée, non régulière, sinon après on tombe dans un salariat en fait, et qu'elle ne soit pas indispensable à la mise en valeur de l'exploitation, en gros qu'elle remplace pas un salarié en fait. Donc tout ce qui est entraide entre amis, eh ben ça, c'est pas toléré, en fait. Donc, historiquement, sur les exploitations agricoles, on a ça en tête où les amis viennent donner un coup de main, mais en fait, c'est pas toléré, en fait. Donc, ça, c'est le recours d'un statut de salarié ou autre statut non salarié, à ce moment-là, est indispensable. Alors, il y a une exception, c'est quand il y a un danger ou un besoin urgent. Alors, dans le cas des exploitations, ça peut être, je ne sais pas moi, s'il y a une bête qui sort du parc où elle est et puis qu'elle va sur la route, là, ça peut être urgent et il peut y avoir un caractère dangereux. Donc là, bien sûr, la personne, elle peut venir aider bénévolement. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'était la première forme d'entraide. La deuxième forme d'entraide, c'est l'entraide agricole. Donc là, par contre, elle est prévue par la loi, donc du code 325-1 du code rural. Donc cette entraide, elle est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services. Et donc, elle peut être occasionnelle, temporaire ou de façon un peu plus régulière. C'est un contrat à titre gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir de l'acter. Par contre, il faut bien qu'il y ait 3 caractères cumulatifs, c'est-à-dire que ce soit gratuit, il n'y a pas de rémunération entre les agriculteurs. Il faut que ça soit réciproque, c'est-à-dire que réciproque et du coup le pendant que ce soit équivalent, c'est pas toujours la même personne qui rend toujours le service et puis pas l'autre. Donc voilà, cette entraide, elle est bien sûr elle est dans la loi, donc bien sûr elle existe. Après, bien sûr, donc ça c'était tout ce qui était non salarié et entraide. Et après, vous pouvez très bien sûr
embaucher quelqu'un, un salarié en direct. Donc, on a vu au préalable toutes les formalités classiques. Donc, on a déjà vu donc, les pièces d'identité, la DPE, bien sûr, le contrat de travail, etc. En cas de travailleur étranger, donc s'il est soumis à une autorisation de travail, donc il faut bien vous assurer qu'elle est titulaire d'un document l'autorisant à travailler. Hein. Donc ça, c'est souvent pour les gens hors CE. Donc le titre de séjour, comme on vous l'a rappelé, ne suffit pas. Hein. Il faut bien une autorisation de travail. Hein. Un titre de séjour parce que vous venez faire vos études, bah, ça ne vaut pas à titre de travail. Il faut bien une autorisation de travail. Alors peut-être que sur le détachement, je vais peut-être passer rapidement. En fait, le principe, hein, c'est que toute personne qui travaille sur le territoire, que ce soit en France ou d'ailleurs dans un autre pays, mais en France, puisque en France, le principe, c'est qu'il paye ses cotisations en France. Il y a une exception, c'est le détachement. Donc le détachement, hein, c'est une prestation internationale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui viendrait, alors soit un non-salarié, soit un salarié qui viendrait d'un autre pays, qui serait détaché par une structure qui n'est pas en France et qui vient faire une prestation en France pour le compte d'une personne et tout. Et donc, il paye, en fait, il continue à payer ses cotisations dans le pays d'où il vient. Alors, bien sûr, hein, donc c'est ce que je disais, c'est que ce détachement, ça déroge au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale. Donc, il continue à dépendre du régime de protection sociale de son pays d'affiliation, bien qu'il travaille sur le territoire français. Alors, ce qui n'empêche pas le donneur d'ordre d'avoir des obligations. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il obtienne du prestataire qui met à disposition le salarié avant le début de chaque période de détachement, parce que ça vaut que pour une certaine période. Donc, la copie de la déclaration préalable au détachement qui est faite auprès de l'inspection du travail. S'assurer que l'entreprise prestataire est établie de manière régulière dans le pays d'origine et exerce réellement des activités substantielles autre que de l'administratif. En gros, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Et donc ça, c'est bien le donneur d'ordre, chez qui la personne, elle vient faire sa prestation, qui doit s'assurer de tout ça. Sinon, ça peut être requalifié en tant que salarié. Donc, quand il y a un cas de contrôle, mais donc du coup, il faut que le donneur d'ordre s'assure bien que la déclaration préalable au détachement de chaque travailleur soit faite et donc il est bien. Et le formulaire A1 donc, de chaque salarié, donc c'est un formulaire qui est que le salarié doit garder en fait sur lui. Et donc le donneur d'ordre, il doit s'assurer qu'il l'est bien. En fait, c'est ce formulaire qui est valable dans tous les pays européens, qui montre bien qui atteste que la personne elle a un régime de protection sociale dans son pays d'origine. Donc, c'est certifié par l'organisme de sécurité sociale d'où vient la personne, en fait. Donc, voilà, après le détachement, alors je vais faire un point peut-être un peu plus long sur la prestation de service. Donc, du coup, vous pouvez très bien faire appel, autre que à la place de salarié, de faire appel à de la sous-traitance. Donc, c'est pour permettre de répondre à un besoin de main-d'œuvre. Ça vous permet aussi d'alléger les démarches en matière de recrutement, parce que ce n'est pas vous qui les faites, et ni des déclarations sociales, puisque ce n'est pas vous qui êtes employeur. Donc, vous pouvez très bien faire appel via la sous-traitance à de la main-d'œuvre française ou étrangère, mais par contre, ça ne vous n'exonère pas de certaines responsabilités donc, en tant que donneur d'ordre. Et donc là, moi, j'insiste un peu bien sur ce point-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vous qui êtes l'employeur direct que vous n'avez aucune responsabilité. Puisque, en dernier lieu, c'est bien, surtout alors dans le domaine agricole, hein, c'est bien sur
sur votre exploitation que viennent travailler les personnes. Donc, vous avez du coup des responsabilités. Donc, juste un petit rappel sur la définition de la sous-traitance. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous déléguez tout ou partie des travaux de votre exploitation à une entreprise spécialisée. Du coup, il y a le prestataire, donc c'est le professionnel qui a un savoir-faire spécifique et un personnel qualifié. Je reviendrai un peu là-dessus après. Et vous, en tant que l'exploitant, c'est vous qui êtes le donneur d'ordre. Donc, il faut bien qu'il y ait un contrat de prestation qui engage les deux protagonistes. Et le donneur d'ordre, lui, il a une obligation de vigilance et de diligence. Alors, on a plusieurs exemples de prestations. Hein. Par exemple, de la récolte ou des traitements phytosanitaires ou des tailles, c'est-à-dire que toute entreprise de prestation qui viendrait sur votre exploitation et qui ferait, par exemple, ce type de travaux-là. Alors, l'obligation de vigilance. Donc, en tant que donneur d'ordre, il faut que vous vérifiez l'immatriculation du sous-traitant, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut que vous vous assuriez que le prestataire respecte l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales. Donc, pour ce faire, lui, il va demander à l'organisme où il est affilié une attestation de vigilance et ça, il faut bien vous la procurer. Et donc, c'est à renouveler tous les 6 mois. Et bien sûr, vérification des documents avant signature du contrat de prestation. Donc, les documents à obtenir, donc c'est l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations donc, du prestataire qui vient chez vous. Donc, de moins de 6 mois, c'est-à-dire que si la personne vous présente quelque chose il y a 1 an et tout, c'est plus valable. Et donc, après, on verra les risques pour vous et tout. Un justificatif d'immatriculation, vous pouvez très bien demander un extrait d'inscription alors anciennement le centre de formalité des entreprises ou un devis avec des informations légales obligatoires. Et si le prestataire, il a des salariés étrangers, c'est important aussi d'avoir la liste des salariés étrangers et qui doivent avoir une autorisation de travail. Parce que du coup, après, on pourrait vous dire, mais attendez, cette personne-là, elle vient sur votre exploitation. Certes, vous ne l'employez pas en direct, mais si on se rend compte qu'elle n'est pas autorisée à travailler en France, eh bien, ça peut avoir, ça incombe à votre responsabilité. Donc, pour les documents, pour des prestataires, donc du coup, soit basés en Europe, soit avec une convention de sécurité sociale signée avec la France. Donc, vous pouvez très bien demander le document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire, un justificatif d'immatriculation. Alors, le formulaire 1, ça c'était plus pour le détachement en cas de détachement. L'accusé de réception de déclaration préalable de détachement, donc c'est pareil s'il y a un détachement. L'attestation à jour des déclarations sociales. Et ce que je disais, la liste nominative de chaque salarié étranger soumis à une autorisation de travail. Et une attestation, à minima, une attestation sur l'honneur de l'entreprise indiquant le paiement des sommes dues au titre des amendes administratives. Pour les prestataires hors UE, donc, ou en l'absence d'une convention de sécurité sociale, donc il faut aller vérifier sur le. Alors là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de cas, mais sur le site du CLES, qui est le Centre de liaison européenne internationale de sécurité sociale, pour vérifier si le co-contractant est issu d'un pays ayant signé une convention. Et donc, en l'absence d'une convention, c'est obligation pour le co-contractant de s'immatriculer auprès du service des firmes étrangères qui doivent se trouver en Alsace. En fait, oui, il est obligé, comme il n'a pas de convention, de s'inscrire auprès de l'URSSAF comme en tant que firme étrangère. Et bien sûr, toujours attestation de fourniture des déclarations sociales. Et après, on a déjà dit sur le reste, ça ne change pas. En bref, du coup, donc normalement, c'est obligatoire quand vous avez un contrat qui est au-delà de 5 000 € de toutes les formalités, mais en delà de 5 000 € de contrat, ce n'est pas existant comme obligation. Donc,
vérification pour les travailleurs détachés ou étrangers, de bien vérifier s'ils sont bien soumis à une autorisation de travail. Donc, quel que soit le montant du contrat. Hein. Donc, cette vérification, elle vaut en cas d'embauche en direct de salarié aussi, hein, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on est en dessous d'un contrat de 5 000 €, la responsabilité du donneur d'ordre pourra quand même être engagée s'il n'a pas fait le nécessaire vis-à-vis de ses obligations. Bien sûr, hein, formaliser tous les contrats et conserver les justificatifs et preuves des démarches qui ont été effectuées. Et si vous avez connaissance d'une irrégularité du prestataire, c'est ça l'obligation de diligence du donneur d'ordre, il faut faire cesser toute relation contractuelle. C'est-à-dire que si vous avez connaissance d'une irrégularité, vous continuez le contrat, à ce moment-là, on pourra après vous le reprocher. Et en cas de manquement, hein, donc, on pourrait, donc une situation de travail pourrait être qualifiée de travail illégal. Alors, travail illégal, c'est un peu large. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On connaît surtout le travail dissimulé, bien sûr, mais aussi, alors le quatrièmement, c'est l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler en France. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est potentiellement considéré comme du travail illégal. Alors, pour le travail dissimulé, il y a deux types de travail dissimulé. Il y a la dissimulation d'activité. Par exemple, si vous ne déclarez pas auprès de la MSA ou auprès des impôts ou des déclarations de chiffre d'affaires minoré, ça, c'est potentiellement du travail dissimulé par dissimulation d'activité. Et bien sûr, celui qu'on connaît le plus, c'est la dissimulation de l'emploi salarié. Et donc, s'il y a un contrôle, que ce soit par un agent de contrôle à la MSA ou un autre corps de contrôle, s'il y a un cas de dissimulation d'emploi salarié, donc il y a bien sûr des conséquences que je vais vous présenter rapidement aussi après. Derrière, si j'arrive à aller sur la photo d'après. Voilà, donc en cas de travail illégal, hein, il y a la MSA après procède à l'émission des cotisations éludées, donc les cotisations qui auraient dû être appelées si la personne avait bien travaillé. Il y a les allègements ou exonérations qui auraient pu être appelés, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment la réduction dégressive unifiée, sont supprimés pour tous les salariés. Donc, bien sûr, la personne qui n'est pas déclarée, bien sûr, pour elle, il n'y aura pas d'exonération qui sera calculée, mais sur la période du travail dissimulé, on supprime toutes les exonérations, y compris les salariés qui ont été déclarés, sur la période du travail dissimulé. Donc, voilà, ça fait des conséquences. Donc, non seulement il y a un rappel de cotisation, il y a suppression de ces cotisations, il y a une majoration des cotisations. Alors, elle était jusqu'au 1er juillet de cette année, donc de 25% si il y a un salarié qui n'est pas déclaré. Elle peut être portée à 40%. Elle était de 40%, maintenant elle est portée à 50% en cas d'emploi de mineur ou s'il y a plusieurs salariés en situation irrégulière. Donc ça, c'est tout ce qui est en termes de cotisation appelée par la MSA. Et parallèlement, il peut y avoir des sanctions pénales. C'est-à-dire que parallèlement, on rappelle les cotisations, plus les majorations, plus la suppression d'exonération. Mais pénalement, la personne peut être poursuivie et risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et amende de 45 000 € et portée à 5 ans et 75 000 € s'il y a des salariés mineurs vulnérables et puis s'il y a plusieurs salariés concernés. Bon, ça c'est vraiment le côté pénal. En cas de travail illégal lors du recours à un prestataire de service. Donc là, ce que je vous disais, c'était si vous embauchez directement et que vous ne déclarez pas, il y a ce travail dissimulé. En cas de recours à un prestataire de service, donc j'insiste un peu là-dessus. Donc, en tant que donneur d'ordre, vous pouvez aussi risquer des sanctions pénales et administratives
si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas effectué les diligences préalables. Donc, si vous avez un recours sciemment à un service d'une personne exerçant un travail dissimulé, c'est-à-dire que le prestataire, il n'a pas déclaré ses employés et vous le savez, à ce moment-là, on peut aussi pénalement vous poursuivre. Et par contre, si vous ne le savez pas, mais que vous avez failli à vos obligations de vigilance, là, s'il y a constat d'un travail dissimulé, c'est le prestataire qui est poursuivi. Mais si vous avez failli à vos obligations de vigilance, à ce moment-là, vous pouvez être tenu solidairement avec le prestataire. Et donc, on peut vous demander le rappel des cotisations qui a été appelé au prestataire. Donc, voilà, ça peut avoir de lourdes conséquences. Voilà, vous aurez avec tous les sites utiles pour les contacts et les ressources, y compris les contacts en MSA Alpes du Nord, que ça voit le mail et puis le numéro de téléphone de ma responsable. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Olivier. Oui, on a 2 questions. On a une question d'Adrien Berlioz. L'entraide familiale peut-elle remplacer le statut d'aide familiale ou conjoint collaborateur si le temps de travail est faible? Alors, il ne peut pas le remplacer. Ce n'est pas une histoire de faible ou pas faible. C'est-à-dire que si c'est régulier, si ça remplace, alors que ce soit un aide familiale ou un salarié, eh ben non, en fait, c'est pas possible. En fait, c'est plus de l'entraide au sens un moment pas régulier, même si c'est bref. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais ouais. Merci, Olivier. Et la deuxième question, c'est une question de Jérémy. Est-ce que lorsque nous sommes en AMAP, l'aide des AMAPiens AMAPiennes au jardin est-elle légale? Idem pour le woofing. Ah, alors le woofing, j'en parlerai un petit peu rapidement après. La MAP, donc du coup, je suppose que la personne est adhérent à la MAP. Donc c'est pas considéré comme une aide au sens, voilà, il participe. Alors, honnêtement, je n'en sais pas beaucoup plus là-dessus, mais je suppose que c'est dans son cadre de son adhésion à la MAP. Donc, ça peut ne pas être considéré comme de l'aide. Enfin, toujours est-il qu'en cas de contrôle, en gros, après, il y a le texte et puis il y a l'interprétation des textes. Mais si nous, la personne, elle nous assure, enfin, on a les documents comme quoi elle est bien adhérent à la MAP. Si elle remplace pas, c'est toujours pareil, hein, elle remplace pas le besoin, la nécessité d'avoir un salarié. En fait, on va regarder toutes les conditions du salariat. S'il n'y a pas une rémunération, s'il n'y a pas une obligation, c'est-à-dire qu'à telle heure ou telle heure, vous devez venir là et tout. Voilà. S'il n'y a pas tout ce qui caractérise un salarié, a priori, ça peut se faire. Voilà. Il n'y a pas de cadre légal, mais après, s'il respecte bien toutes ces conditions-là, il n'y a pas de souci. Le woofing, alors c'est très particulier, le woofing. Donc ça peut exister, le woofing. Donc le woofing, hein, déjà dans la définition, alors du mot anglais, je ne sais jamais la retenir, mais il faut que ça soit sur une exploitation bio. Le principe, c'est que les personnes qui veulent découvrir une exploitation, alors biologique du coup, elles viennent découvrir, en fait elles viennent en gros en vacances et puis en échange, elles participent, mais elles participent à la découverte, sous forme de découverte, à l'exploitation agricole. Mais elles viennent là en gros en vacances, hein. C'est-à-dire que dès lors toujours pareil, qu'on rentre dans des caractéristiques du salariat, c'est-à-dire que il y a un donneur d'ordre qui dit toi tu viens de telle heure à telle heure, toi tu vas faire telle tâche et tout. Il y a une contrepartie, alors soit sous forme de rémunération, soit sous forme d'un avantage en nature, que ce soit logement, repas et tout. Dès lors qu'on rentre dans les conditions du salariat, à ce moment-là, nous, on pourra remettre en cause, hein, lors d'un contrôle, le caractère du woofer. Voilà. On n'a rien contre,
mais il faut que ça soit alors encadré. Il faut que ça soit vraiment dans les conditions du woofing. Voilà, alors c'est toujours pareil, hein. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus sur le woofing. C'est-à-dire que sous couvert de woofing, eh ben, il y a des employeurs, hein, voilà, qui ont dit, ben voilà, venez woofer, j'ai besoin de tant de personnes, de telle heure à telle heure et tout, et j'ai ça en contrepartie. Là, on sort du cadre du woofing. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Olivier. C'était tout pour les questions à ce stade. Merci et je repasse la parole à Julien ou Angélique pour Oui, je clôturer ce vais webinaire. clôturer tout ça. Juste, je reprends la main. Hop. On était ici. S'il veut bien s'afficher. Là, de toute façon, là, pour la conclusion, on va vous laisser nos coordonnées, voir des petites pages, des petits sites utiles qui pourront vous permettre de, de mener à bien vos déclarations. S'il veut bien s'afficher. Ça arrive. Là. Alors j'en profite, Madame Chaduto doit nous quitter, mais oui, je vous confirme que le support vous sera adressé par mail, à toutes les Exactement. personnes qui s'étaient inscrites, donc sur les adresses qui ont servi à votre inscription. Alors si vous souhaitez nous laisser à nouveau votre adresse mail, vous pouvez sans difficulté. Vous pouvez aussi le faire via le Forms que je vous ai mis à disposition. Voilà, donc vous aurez tous les. Vous voyez, donc le site, on vous dirige vers le site du tesa.msa.fr. Au-dessus, vous avez toutes les informations que vous pouvez avoir pour vous aider à remplir correctement le TESA, vous inscrire, faire la déclaration d'embauche, les fiches de paye. Vous avez aussi dessus un manuel utilisateur, une petite bible qui vous permet de manipuler le TESA sur le site, hein. Sur le site de la MSA Alpes du Nord, ou même toutes les MSA, vous avez aussi des, des guidéas. En gros, c'est des vidéos, des tutos qui vous permettent de faire vos déclarations. Faut pas hésiter à les consulter. On vous envoie aussi également les coordonnées des différentes inspections du travail en fonction de votre département. Et on vous fait un petit récapitulatif de tous les contacts que vous pouvez avoir au sein de la MSA, parce qu'il n'y a pas que la plateforme téléphonique générale, il y a aussi des lignes dédiées en fonction de votre demande. Vous pouvez très bien passer outre cette plateforme téléphonique. Et s'il y a vraiment des besoins particuliers, on vous fait un petit rappel sur les adresses mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter. Voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit aussi, sur n'importe quelle démarche, vous avez aussi des France Service euh, au sein des départements. Faut pas hésiter à y aller. Comme c'est un service gratuit, hein, comme la MSA. Donc voilà, il y en a une multitude sur vos départements, je ne peux pas toutes les citer, mais voilà, faut pas hésiter aussi à se présenter aux France Service les plus proches pour vos démarches. Merci à tous. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vois qu'il y a une dernière question du GAEC L'Euro. Dans le volet social, il existe une ligne rémunération des temps de pause. Faut-il remplir cette ligne? Alors, c'est prévu normalement, bien sûr, si vous l'appliquez. Après, si vous voulez, je pourrais reprendre contact avec vous juste après pour avoir plus d'informations et vous guider un peu dans le remplissage de vos bulletins de salaire. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Alors, oui. Oui, donc, voilà. De toute façon, oui, le gars avec l'euro, ils avaient des questions sur les IG, donc ils avaient pas mal de questions. Donc, Oui, je pense qu'il vaut je mieux pense que qu'on vous vous- rappelle et qu'on essaie d'échanger sur tous les sujets qui vous posent problème ou que vous avez besoin d'éclaircissement. Donc, je reprendrai contact. Alors, je ne sais pas si ou Julien, si tu pourras me passer Oui, l'adresse mail de notre adhérent. Voilà, super. Comme ça, pas trop trouver ça. on vous rappellera.
siècle. Parfait, merci Bon. beaucoup. Merci à tous les présentateurs de ce webinaire pour votre présence et les réponses apportées aux questions. Et puis merci évidemment à tous les participants. Voilà, n'hésitez pas à vous saisir du forms de satisfaction pour nous donner votre avis, tout simplement, déjà sur cette présentation, et puis pour poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit a posteriori. Merci à toutes et à tous et très bonne fin de journée. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.